dit dans ses slogans, quels qu'ils soient. Il n'y a rien d'autre. La deuxième des choses qui est importante, c'est que vous dites qu'en novembre, on sentait qu'il y avait des ingrédients, mais je vais même remonter plus loin. Budapest, septembre 2011, 20, il faut savoir surtout, c'était dans l'air. Maintenant, moi, ma question, elle n'est pas celle-ci, je veux revenir au fond, parce qu'on peut se battre sur les détails, on ne va pas en sortir. Par contre, aujourd'hui, pourquoi vous avez l'impression que tous ces idéaux, eh bien, après les élections, eh bien, c'est pas du tout ça qui ressort des élections. C'est pas du tout ce que dit le peuple. Ben, il ne vous a pas suivi, le peuple. Si c'était aussi sûr que c'était un mouvement ouvrier, aussi sûr qu'on était contre le capitalisme, aussi sûr qu'on était contre l'impérialisme, avec un processus électoral après coup, vous auriez fait plus que les voix que vous avez faites. Et vous n'en avez pas fait beaucoup. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force du mouvement a été d'être contre, comme je l'ai dit, et de n'avoir aucune idéologie qui portait. Le manque de leadership a été... Ce qui s'est passé après coup, c'est que ceux qui étaient sur le terrain et qui avaient une crédibilité historique dans l'opposition, c'est le cas de Narda en Tunisie, avec lesquels on peut être ou pas d'accord, mais personne ne peut aujourd'hui nier le fait qu'en termes, comme d'ailleurs vous, vous avez payé de votre liberté et de votre personne l'opposition à Ben Ali. Ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de tous les laïcs et ce n'est pas le cas de tous les islamistes. Et il y en a d'autres qui ont une crédibilité historique à l'opposition au pouvoir de Ben Ali. Les islamistes d'Ennahda ont payé ce prix-là. Et quand ils sont revenus avec une vision et une présence sur le terrain. Ce qui fait qu'à ce moment-là se construit la vision politique pour le futur. Mais ça, c'est post-soulèvement. Ça n'était pas le fondement du soulèvement. C'est venu après. Et si c'était pendant, et que vous continuez dans une attitude qui me paraît un tout petit peu romantique, comme ceci, oui, c'était contre l'impérialisme, puis après, qu'est-ce qu'on arrive, 1,5, 2,2%, on dit, bon, ben, attends, le peuple s'est sans doute trompé, il a été récupéré, ou alors, comme comment il s'appelle, Jean Daniel, du Nouvel Observateur, qui dit, Dieu a volé la libération, Dieu a volé la révolution au peuple. Comme si lui, il savait ce que le peuple voulait avant qu'on lui vole sa révolution. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ce sont ces projections? Je pense qu'il faut être un peu plus lucide de ce point de vue-là et se rendre compte que sur le plan du vrai débat démocratique aujourd'hui, en Tunisie comme d'ailleurs en Égypte, on est au cœur de la crise de la conscience arabe contemporaine. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui... Je voudrais dire un dernier mot, M. Tarek Ramadan. Je crois que vous êtes en train d'exagérer le rôle des cyberdissidents, des Américains, comme si les peuples arabes n'ont pas la capacité de... Non, excusez-moi. Parce que vous parlez de... Mais les cyberdissidents en Tunisie, mais parlez-moi concrètement. Moi, j'ai parlé de slogans, vous me dites, ça va dans le sens de ce que vous avez dit. Non, ça ne va pas dans le sens de ce que vous avez dit. Parce que moi, j'ai dit que la révolution tunisienne lui manquait un programme national volé. Mais réellement, alors pourquoi ce peuple s'est révolté contre le premier gouvernement après Ghanouchi et a exigé une assemblée constituante? Il ne voulait pas de l'ancien régime. Il ne voulait pas des élections dans le cadre de l'ancienne constitution. Et pourquoi aussi ce peuple continue jusqu'à aujourd'hui? Partout dans le pays, il y a des mouvements sociaux. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a une révolution dans le monde. Et ils ont une certaine conscience. Cette